Padam, pam, pam. Donc notre invité c'est Florian Caffiero, qui est le co-auteur du livre Affaires de style, avec un autre côté qui est Jean-Baptiste Camp, qui est peut-être dans le chat et qui nous regarde. Bonjour à lui, je ne le connais pas, je ne l'ai pas croisé encore. Et en fait, Florian, je l'ai croisé aux assises de la lutte contre les dérives sectaires. Ça, je vous en parlerai dans le segment 3, dans le segment Résurgence, on parlera un petit peu de tout ce qui passe autour de notre sphère sceptique. Et donc, on s'est croisés, je l'ai rencontré là, il était avec Laurent Cordonnier, sociologue qu'on a reçu aussi sur la chaîne pour parler de la sociologie naïve. On avait reçu il y a quelques années Laurent Cordonnier pour son livre. Et je me suis dit, puisque on se croise et puisque je cherche quelqu'un pour le prochain Ça coule de source, est-ce que tu voudrais pas venir? Et il m'a dit oui, il était content de venir, donc il était content, mais il y a un problème technique. Nous n'arrivons pas à nous connecter. Et alors que pendant les essais techniques, il y a vraiment une noix de peau, pas de peau, de Murphy complètement. C'est très agaçant. Mais c'est peut-être une malédiction. Peut-être faut-il remettre en question nos convictions sur le fait que ça n'existe pas. Ce sont les pouvoirs de... De toute façon, j'ai toujours cru dans la malchance. Ce sont les pouvoirs de Jacques. Mes jets de dés en jeu de rôle le prouvent, la malchance existe. Je fais beaucoup trop d'échecs critiques pour que ce soit faux. Voilà, j'infère donc que la malchance existe. Écoute, bon, alors, est-ce que peut-être, s'il nous écoute, il peut essayer de se connecter uniquement avec le son, déjà, dans un premier temps? Bon, si ça ne marche pas, sinon je vais l'appeler au téléphone, et puis on va faire ça par téléphone. C'est pas très grave. Au pire, on réinvitera pour faire un truc plus long, et puis là, on va écourter. Et si tu m'entends, Florian, je ne sais pas si j'ai ton numéro de téléphone, c'est un peu le problème, mais je vais te donner le mien, tu peux m'appeler, je vais te le mettre ici. Ah non, ça marche pas. N'hésite pas à m'appeler, et puis on fait une bouffe, et puis on peut faire un live. Écoute, allô, attends. Allô, oui. Le son oui. fonctionne. Ah, mais pas l'image. Écoute, pour l'instant, on va commencer comme ça, si ça te dérange pas. Et puis, en cours d'entretien, je te demanderai d'essayer de ta caméra, et puis si ça marche, alors on sera... Ah, la caméra... Ah, écoute, apparemment, ça fonctionne. Voilà. Enfin, c'eût été une perte considérable, quand même. Interview, hop, transition. Bonjour, Florian Caffiero, comment t'appelles-tu? Oui, bonjour. Eh ben, ta caméra fige, hein, donc je pense qu'on va se passer à la caméra. Ah. Parce que la qualité du flux... C'est mon plus bel angle, de toute façon. Voilà, là, aucun problème. Merci d'être avec nous. Pourquoi as-tu écrit ce livre? Et qui es-tu? Alors, je m'appelle Florian Caffiero, je travaille à Sciences Po Paris, où je suis spécialiste de statistiques et de traitement automatique du langage. Et en particulier, je travaille sur certains aspects du langage qui trahissent qui l'on est. Alors, qui l'on est, il ne s'agit pas de dire qu'on fait des profils psychologiques ou je sais pas quoi de sorciers à partir de notre langage, mais il s'agit simplement de dire que quand on écrit, quand on parle, les mots que l'on emploie sont des mots qui vont signer qui l'on est. On a tous une série de tics de langage, une espèce de manière de construire nos phrases, une syntaxe particulière. On utilise des petits mots, des petits connecteurs logiques, etc. en grand nombre. Oui. Et ça, on le fait tous très différemment. Et c'est quelque chose de très important et très intéressant quand on cherche à étudier à partir des textes, eh bien, qui a pu les écrire, voilà, est-ce que c'est quelqu'un de telle ou telle génération, de telle ou telle époque, de tel ou tel lieu, et éventuellement de mettre nom dessus. Admettons que moi, je connais Henri Brock, et je sais qu'il dit beaucoup le mot manifestement. En interview, il l'a dit 20 fois. Est-ce qu'il suffit que je mette manifestement dans mes phrases pour que je puisse me faire passer pour Henri Brock? Alors, c'est une excellente question, l'imitation. C'est une très très bonne question. C'est pas simple, l'imitation. Imiter quelqu'un, on va réussir justement à trouver un ou deux tics de la personne. On va se dire, tiens, telle personne utilise beaucoup manifestement, un tel utilise beaucoup du coup, moi j'utilise beaucoup un tel, visiblement. Et ça, on va réussir à peu près l'imiter, mais on va faire deux fautes. On a fait des études sur ces sujets-là pour voir si on pouvait se faire gruger facilement. Qu'est-ce qui se passe? La première chose, on va en effet utiliser le terme caractéristique d'une personne, mais on va trop l'utiliser. On est sûr qu'il utilise
beaucoup. Alors lui, il l'utilise peut-être 15 fois par demi-heure, et ben on l'a utilisé 35 fois. Si on veut imiter Proust, Proust fait, j'en sais rien, des phrases de 40 mots, et ben on va en faire de 60 mots. Par contre, toutes les autres petites caractéristiques qu'il a, peut-être qu'il utilise 2,5% de fois plus, je sais pas, et ou le verbe avoir que Thomas, eh bien, dans ces cas-là, ça, on va pas réussir à le restituer parce qu'on l'aura pas perçu. C'est trop petit, c'est trop compliqué, c'est pas un phénomène qu'on perçoit et ça, on va le louper complètement. On va utiliser notre propre fréquence. Et ça, du coup, ça va nous trahir et on peut percevoir à travers ça ce qu'on appelle une attaque d'imitation, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé de se faire passer pour un autre, qui a essayé de le pasticher. On va pas forcément savoir qui a fait le pastiche, mais on va voir que c'est un pastiche et que c'est une tentative d'imitation de quelqu'un, mais que c'est pas le style de la personne. Donc ça permet d'identifier qui est l'auteur et si un texte a peut-être plusieurs auteurs, parce qu'on a des textes historiques. Tu évoques la Bible, toi et ton côté, vous évoquez la Bible. Il y a eu une étude qui est parue, que j'ai pas lu, j'ai entendu passer comme quoi il y aurait 13 auteurs identifiés pour le Coran, par exemple. Dans quelle mesure c'est pertinent de se poser cette question ? Alors, en effet, on arrive assez bien à retrouver un auteur, plusieurs auteurs ou plusieurs ensembles d'auteurs, c'est compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand il s'agit de temps anciens, immémoriaux, avec des couches comme ça de tradition, Mais en fait, je comme parlais pas dans le cas d'identifier, de la mais Bible. est-ce Où, que lorsqu'il y a plusieurs auteurs, on peut voir qu'il y a plusieurs auteurs ? Peut-être déjà. oui, alors les deux, mon colonel, c'est-à-dire qu'on peut réussir à la fois à trouver qu'il y a plusieurs auteurs. Ça, c'est relativement facile en fait. Il s'agit qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des textes dont on sait qu'ils ont été coécrits. Et alors j'ai l'impression que je vous ai perdu, je ne sais pas si tu m'entends. Des textes qui n'ont pas été coécrits. Et puis on va entraîner une intelligence artificielle. On va essayer d'entraîner une intelligence artificielle à reconnaître. Tiens, ça c'est ce qui se passe quand il y a plusieurs styles qui se mélangent. Et ça, c'est ce qui se passe quand il y a une seule personne qui tient la plume. Et du coup, on arrive assez bien à percevoir ce qui est coécrit et ce qui n'est pas coécrit. Ça, c'est finalement la tâche la plus simple, même si ça demande évidemment d'avoir un contexte. Il faut savoir l'intelligence artificielle sur ce qui se passe à une certaine époque, dans un certain genre, etc. Ensuite, essayer d'identifier qui est qui. Alors parfois, on ne peut pas remettre de nom, hein, comme pour la Bible, on ne peut pas mettre un nom sur qui a écrit quoi, mais on peut avoir des indices sur comment ça peut être. Il y avait déjà beaucoup de recherches bien avant l'intelligence artificielle, les statistiques, etc. sur ce sujet. On se dit, bah, tiens, c'est bizarre quand même, tel livre, la tradition dit que c'est Moïse qui l'a écrit. Puis bon, bah, il y a le récit de sa mort. Bon, alors c'est Moïse, c'est pas n'importe qui, mais quand même, il a réussi à décrire sa propre mort, c'est fort. Ouais. Spinoza avait Il y a déjà plein levé le d'incohérences lièvre, qui sont relevées. Oui, c'est ça. Donc voilà, on est là. Et du coup, là, c'est quand même assez. Il y a plein de choses qui ont surpris. Par exemple, il y a le fait que dans le Testament, il y a 2 fois le récit en moyenne d'un même événement. Et on se demande bien pourquoi, si c'est écrit d'une même main, pourquoi il bégayerait comme ça au cours des livres et raconterait 2 fois la même chose. Aujourd'hui, on s'est amusé, un peu plus qu'amusé, à travailler sur ces sujets-là pour essayer de vérifier s'il y avait une raison à ces faits. Et il y a notamment une étude qui a été faite à l'université de Tel Aviv et à l'université de Bar-Ilan, où ils ont entraîné, on va dire, de style biblique, un faux livre qu'ils ont appelé le livre de Jériel, qui est un mélange du livre de Jérémie et du livre d'Ézéchiel. On prend un morceau de chaque livre, on secoue bien fort, on met ça totalement dans le désordre, et on essaie de voir si l'intelligence artificielle est capable de dire ça c'est Jérémie, ça c'est Ézéchiel, ça c'est Jérémie, ça c'est Ézéchiel. Et elle y arrive bien. Et elle y arrive bien par paragraphe, elle y arrive bien par verset. Ouais, c'est vraiment très fort. 96% de réussite, c'est assez fou. Et puis on lui demande maintenant, bah alors maintenant que tu t'es bien entraîné, dis-nous combien il y a d'auteurs et qu'est-ce qui est écrit par quoi, qu'est-ce qui est écrit par qui, pardon, dans l'Ancien Testament. Et il révèle qu'en effet, il y a au moins 2 séries d'auteurs. C'est difficile de savoir si c'est des auteurs ou si c'est des groupes d'auteurs. Là, il faudrait avoir un détecteur de coécriture de choses aussi anciennes et aussi recopiées, etc. Mais on arrive à voir un groupe qu'ils appellent un groupe sacerdotal, où vraiment, a priori, c'est écrit par quelqu'un qui est prêtre ou par des gens qui sont prêtres.
et puis un groupe qui sort de ce contexte religieux et qui prend appui sur tout un tas de récits aussi qui sont très antérieurs. On le sait qu'il y a, par exemple, des récits assyriens dans la Bible. Il y a le fameux Atrahasis chez les Assyriens. Attends, le fameux qui quoi, parce que là, ça a reçoit coupé, en on n'a rêve pas compris la phrase. la révélation qu'il faut... Ah, pardon. Donc le fameux. Je sais pas si c'est vraiment la catastrophe cette connexion, je suis désolé. On t'entend Oui, bien, mais des fois ça Atrahasis, Ok, pardon. Donc Atrahasis, c'est quelqu'un qu'on appelle le grand sage et qui reçoit en révélation, en rêve, l'idée que là, il va falloir quand même qu'il planque tout le monde parce que il va y avoir de la colère le lendemain. Et qu'est-ce qu'il fait? Il emmène femmes et enfants et une paire de chaque animal dans un grand navire. Oui. Bon, oui, alors en effet, c'est un petit peu c'est du temps de Babylone. Ça rappelle quand même des choses qui se retrouvent dans la Bible. Donc on sait qu'en plus, c'est très complexe parce que il y a du style de gens qui viennent d'il y a des siècles, qui ont été traduits d'une langue à l'autre, modifiés, réaltérés. Et ça rend le problème très compliqué. Par contre, on arrive à voir au moins ces variations de groupe de mains au sein de la Bible, ce qui est déjà super intéressant. Alors, après la Bible, du coup, on fait un saut dans le temps, on arrive à Molière. Je la fais très courte. Il y a eu pendant, j'ignore quand ça a commencé, mais tu pourras nous le dire, une rumeur comme quoi Molière, en fait, c'était pas lui qui écrivait ses textes, et que M. Corneille, grand auteur de tragédie, qui se piquait d'écrire des comédies, ne voulait pas les assumer, et donc les refilait à un pauvre type, Molière, en disant c'est lui qui les a écrits, voilà. Et qu'on retrouvait dans le style des textes de Molière un petit peu trop de choses qui ressemblaient à Corneille, et donc des gens ont défendu cette hypothèse, cette théorie pendant longtemps, jusqu'à ce que quelqu'un se mêle de ça et pose un verdict. Oui. Alors, c'est une rumeur qui nous vient d'une autre rumeur, c'est toujours ça la beauté. J'entends tout à l'heure là, de Brigitte Macron, un homme qui est une rumeur qui se pose sur d'autres rumeurs, parce que c'est recyclé directement. Michelle Obama est un homme, etc. Et des trucs qui viennent de QAnon. Donc, il y a toujours des choses comme ça, de la circulation, des rumeurs qui viennent d'un autre pays, puis qui nous arrivent et qui partent. Là-bas, c'est Shakespeare. Les Anglais, au 19e siècle, sont fous, et les Américains sont fous de lire Shakespeare. C'est n'importe quoi, le plus grand père de la littérature anglo-saxonne, qui est un fils de gantier, d'une famille qui viendrait d'un bled qu'on ne sait pas positionner, je sais pas quoi, machin, Upon-Avon, Stratford-upon-Avon, c'est n'importe quoi, ça ne va pas du tout, il faut rendre ça à quelqu'un de beaucoup plus noble, de beaucoup plus inspirant, etc. Il y a, donc ça dure pendant quelques décennies, et puis ça arrive en France en 1918. Il y a un grand professeur, Abel Lefranc, qui fait un livre sur le sujet en disant en effet, pour moi, c'est pas Shakespeare qui a écrit ça, c'est un noble britannique. En 1919, Pierre Louis, poète déjà connu pour ses supercheries, c'est quelqu'un qui a par exemple fait passer des chansons qu'il appelait les chansons de Bilitis. Il a dit que c'était des poèmes de la Grèce antique qu'il aurait retrouvés et puis qu'il aurait traduits rapidement pour les mettre à disposition du monde. Évidemment, pas du tout des poèmes grecs antiques, c'est lui qui les a entièrement inventés. Ce Pierre Louis, il a succès, plus beaucoup d'argent, il était un peu dans le mal, et il voit le succès de cette affaire. Et il publie le premier article. C'est très dégradé, hein. Nous sommes de retour. Il s'est passé un truc. Alors, du coup, attention, nous sommes de retour à l'antenne, Florian. Mon PC a carrément planté. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai les éléments à vous montrer l'image par la suite. Mais en tout cas, on va pouvoir continuer l'échange avec Florian. Es-tu parmi nous, Florian? Je suis parmi vous et je suis aussi sur Discord. Je ne sais pas ce que tu préfères, parce que chez moi, ça a l'air de remarcher. On va rester sur le téléphone pour l'instant, parce que je n'ai pas envie que tout recommence. Avant, on va déjà voir. Les gens dans le chat, dites-nous si le son est satisfaisant avec le téléphone près du micro. Tu nous parlais de Monsieur Louis. Il a vécu à quelle époque, lui? Absolument. Alors, Pierre Louis, ce que je disais, c'est que il a un petit mal de publicité, et il entend parler de cette affaire Shakespeare. Il dit, tiens, je vais lancer moi aussi l'idée. Qu'est-ce qu'il fait? 2 articles successifs dans la presse pour expliquer
Molière n'a rien écrit. Enfin, d'abord, Molière n'a pas écrit tout ce qui est bon, et ensuite, finalement, Molière n'a rien écrit. Molière n'a rien écrit, c'est Corneille le génie. Molière, c'est quelqu'un qui est pas assez éduqué, c'est un comédien. En plus, il a des charges auprès du roi, etc. Il a beaucoup de choses à faire, beaucoup trop occupé de toute façon pour avoir le temps d'écrire des chefs-d'œuvre pareils. Donc, c'est pas lui. Ça convainc pas, évidemment. Alors à l'époque, ça fait un tollé qu'on peut probablement pas tout à fait imaginer parce que ça a fait un tollé récemment, mais on était encore à un autre niveau. La comédie française proteste, il y a des articles, toute l'université, la Sorbonne, etc. Invective le brave Pierre-Louis qui ne demandait pas autant de publicité. Voilà, la rumeur se prolonge pendant tout le siècle. Alors à coup de différents textes, essais, il y a des romans, il y a un téléfilm sur France 3 qui défend cette thèse, il y a évidemment différents journalistes plus ou moins avisés qui ont défendu la thèse, Franck Ferrand, etc. Par exemple, ont défendu cette idée. Alors Franck Ferrand a défendu quelle idée ? Franck Ferrand a défendu l'idée que Corneille a évidemment... Mais ce mec-là, il est dans tous les coups fourrés, c'est quand même pas possible. Il est dans tous, normalement, oui. Mais par ailleurs, il défendait ça avec beaucoup de sympathie, contrairement éventuellement à un autre défenseur un petit peu plus enragé, mais absolument, très sincèrement persuadé que Corneille a écrit des pièces de Molière. Et puis, il y a un article scientifique qui paraît au début des années 2000, qui dit tiens, on a fait ce qu'on fait donc là maintenant, ces études d'analyse du style par des biais de la statistique etc. Et puis qui disent ouais, nous quand même on a bien envie de dire que Corneille a pu écrire les pièces de Molière, ça nous va. D'accord. Alors on va repasser sur Discord si tu veux bien, on essaye. Ah ok. Bon, décidément, mais il y a absolument, je suis victime d'un écoute, je crois que tu as des choses à dire qui dérangent l'univers. Hein, Je pense que, exactement, je pense que l'amicale des Cornéliens est derrière le... oui, mais non, mais... Donc, il y a des gens qui s'y connaissent en stylistique et qui ont commencé à défendre cette idée-là aussi. Et on est à quelle époque ? On est au tout début des années 2000, et pareil, l'idée prend. Le New York Times se fait écho de cette étude, ça fait toute la presse française, ça fait tout un grand débat. À nouveau, les plus grands professeurs de la Sorbonne viennent se mobiliser pour expliquer que c'est une ânerie que personne ne pourrait défendre à partir des archives, etc., que ça ne fait pas sens. Mais, à nouveau, cette affaire prend. Et bien, 100 ans jour pour jour, quasiment après l'article de Pierre-Louis, un peu par hasard, il faut bien le dire, on est revenu, nous, sur cet article de stylométrie qui prétendait montrer que Corneille avait écrit les pièces de Molière. On se rend compte déjà à la lecture qu'il y a beaucoup plus de mauvaise foi que de mauvais calculs, c'est-à-dire que leur résultat donnait déjà une très bonne séparation entre Corneille et Molière, et vu qu'il y avait un petit glitch, il y a un petit problème à un moment, qui a attendu sur les techniques d'il y a 20 ans sur ce type de choses, voilà, ils ont eu envie d'interpréter cette petite erreur de classement comme ah là là, a priori, Corneille a tout écrit. Aujourd'hui, quand on le refait avec des moyens plutôt contemporains, on a mis 6 procédés différents en parallèle, une étude sur les rimes, sur les mots-outils, sur la grammaire, etc. Et par tous les standards, à la fois Molière est bien Molière et Corneille n'est pas Corneille, et surtout Corneille est la personne dans les auteurs de son époque qui a le style le plus différent, y compris dans la comédie, qui est ce qu'on étudie, de Molière. Ça n'a rien à voir. Donc il n'y a même pas un petit peu de confusion possible. Et il y a une histoire qui est très intéressante sur la perception qu'on a sur le problème. Là, je pense qu'il y a de quoi voir des choses en termes de biais, etc. On perçoit une époque à partir de 1 ou 2 exemples. Alors, on connaît Corneille, on connaît Molière, on connaît Racine. Et puis, à partir de ça, on se fait une idée d'à quoi ça ressemble les pièces. Et on se dit, quand même, pour l'époque, Corneille et Molière, c'est vrai que ça se ressemble vachement d'après ce que j'en sais. Et on rate le fait qu'il y a des dizaines d'auteurs au milieu très différents qui, à notre œil nu, ressembleraient aussi beaucoup. C'est juste le style de l'époque, il y a un gros carcan, etc. C'est très codifié. Mais en fait, il y a une variété de styles plus subtile, mais qui est monstrueuse. Et dedans, en fait, une fois qu'on se réinscrit dans tout l'effectif, Molière et Corneille, c'est aussi différent que ce qu'on veut. Ok, donc il y a un verdict, et donc on peut dire la science est passée, la science a dit, et donc les gens qui défendaient cette hypothèse
bon, il n'y a pas de raison qu'il refuse le verdict, donc du coup, c'est réglé. Ça Oui, c'est toujours comme ça que ça se passe, bien sûr, comme vous le savez bien. Il suffit d'avoir à peu près une bonne démonstration et tout le monde se range derrière, voilà, dans la plus grande entente. Non, malheureusement, bien sûr. Alors, je pense que malgré tout, ça a donné un coup dans l'opinion qui était plus fort que ce qu'on pensait et ça a attiré l'oreille plus qu'on pensait, parce qu'il faut admettre que, comme Scoop, on pensait qu'on était un peu léger. Avec Vous avez toujours pensé que Molière avait écrit Molière, vous aviez raison. Voilà, c'est pas extraordinaire, quoi. On s'attendait pas. Et puis le truc est parti en 35 langues, machin, de la presse tout le temps. Enfin, c'est de la folie. On s'attendait vraiment pas à ça. Et du coup, ça a quand même impressionné. Malgré tout, bien sûr, les défenseurs de la thèse n'ont pas changé d'avis. On a vu d'ailleurs Franck Ferrand sur les plateaux aller défendre chez Laurent Ruquier son idée, etc. Et les scientifiques en question ont écrit plein de choses. Alors, pas spécialement des réponses extraordinairement scientifiques, plutôt des choses pour nous accuser d'être des complotistes, tricheurs, qui publions dans des revues, je sais pas quoi, qu'on aurait acheté notre publication dans les revues, un truc absurde. Mais depuis, ils sont un petit peu tus sur le sujet, et notamment le principal intéressé, lui, est passé à autre chose. Il était, paraît-il, très affecté par ce scandale-là, et puis est passé maintenant à la chloroquine et à la Covid. Et ça, c'est pas Franck Ferrand, ça c'est Dominique Labbé, c'est ça? Ça, c'est Dominique Labbé, absolument, pour ne pas le citer, qui lui est parti dans l'idée que la chloroquine, ça soigne la Covid et qui peut le montrer par des statistiques. Alors, il avait pris des statistiques issues de François. Donc, le papier a été rétracté parce qu'il n'était pas très bon. Oui. La revue a préféré virer ça. Et puis, à la fois, donc, la chloroquine soigne la Covid et en même temps, la Covid, de toute façon, ça n'est pas grave. Donc, ça qui est magnifique, c'est que la chloroquine empêche de mourir de la Covid, mais de toute façon, la Covid ne tue pas. Donc, il y a une explication médicale qui me dépasse, mais ça n'est pas mon domaine, la médecine, c'est probablement pour ça. Et donc, on voit cette espèce ces résurgences, enfin, ces convergences plutôt dans les manières de ne pas bien travailler, quoi. Et on se retrouve dans ces mêmes luttes, je pense dans des mêmes mécanismes sous-jacents de radicalisation, de frustration. J'ai dit quelque chose à la communauté scientifique, j'ai honte de me rétracter, donc en fait, plutôt que de me rétracter, parce que ça arrive, on se plante, je préfère pas me planter, j'en aurais honte, je dis pas, mais si quelqu'un me montrait, ça m'étonnerait beaucoup, mais par A plus B que Corneille a écrit Molière, et bien ma foi, je dirais mes excuses tout le monde, ça paraissait pas évident, on a merdé, on le refera pas, on est désolé. Mais là, ça passe pas. Et là, c'est drôle parce que maintenant, du coup, on voit une convergence des luttes là-dessus, et on retrouve ces histoires de Corneille et Molière, par exemple, chez Alain Soral, qui en parle dans son podcast et tout, pour défendre la thèse cornélienne, labbéienne, ce qu'on veut, etc. Donc on est revenu à quelque chose où finalement tous les sujets convergent et où on voit en fait comment c'est un peu hors sujet, mais je me pose la question, est-ce que c'est ces gens, est-ce qu'ils se réfugient sur les hypothèses discréditées juste pour être du côté opposé au consensus par instinct anti-grégaire, machin, ou est-ce qu'il y a un truc qui fait qu'à chaque fois, ils se plantent? Je sais pas, c'est étonnant. Moi, je pense, alors je n'ai pas accès à la biographie du monsieur, mais fondamentalement, il y a un petit peu la même chose. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail, il y a une trajectoire un peu à la Raoult, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait un travail respectable pendant de nombreuses années. Il était peut-être moins connu dans son champ que Raoult l'était dans le sien, mais voilà, qui a été respecté, qui fait un boulot sur le syndicalisme, qui n'a rien à voir. Puis à un moment, il s'est piqué de cette affaire Corneille-Molière qu'un collègue lui a conseillé de travailler avec son fils en plus. Donc il y a un truc très fort, peut-être aussi familial, genre j'ai embragué mon fils dans ce truc, etc. Moi, j'en sais rien, il faudrait leur en parler. Mais en tout cas, ça se goupille comme ça, et puis ça commence comme un succès, et puis tout le monde leur tombe dessus à bras raccourcis en disant c'est n'importe quoi. Et je pense que ce moment-là, en fait, on gère pas l'erreur. Je pense comme Raoult, à un moment, il pouvait très bien dire les gars, les Chinois avaient dit que l'hydroxychloroquine ça marchait. Nous, on a testé finalement, on est des os, ça marche pas. Pardon, j'ai parlé trop vite. Bon. Mon truc, voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose de commun dans l'impossibilité de se rétracter, qui est un mélange d'ego, etc. Et une fois qu'on est dans cet ego blessé, on continue en fait à aller à accuser le monde plutôt que soi, parce qu'on veut pas s'accuser soi. Ouais. Alors, juste pour revenir sur la Molière, parce que je sais pas si j'ai été bien clair et si les gens ont bien compris, mais donc c'est toi et ton équipe, j'ai pas les noms des gens qui ont démontré que Molière avait écrit Molière.
Voilà, c'est un travail avec Jean-Baptiste Camps, qui est le co-auteur Oui, d'un livre avec moi, Affaires de style, chez Le Robert, petite page publicitaire. tout à Mais fait. voilà, on a coécrit beaucoup ensemble Jean-Baptiste fait partie des plus grands spécialistes de la philologie, donc de ce qu'on l'étude, établir vraiment proprement un texte, en particulier quand il y a une histoire compliquée, donc des textes médiévaux, des textes, voilà, etc., voilà, et avec lequel, du coup, on travaille maintenant depuis quasiment 10 ans Ok. sur ces sujets. Alors, après, j'aimerais qu'on parle d'un autre élément qui est dans le livre, qui est l'affaire Grégory, pour en dire deux mots. Mais juste avant, Ouais. parce que je n'y ai pas pensé, mais j'y pense maintenant, toutes ces expertises sur le langage, il y a un truc qui s'appelle ChatGPT, dont tout le monde parle. Moi aussi, j'en parle un peu. J'ai fait quelques tests, j'ai regardé un peu dessus. Et évidemment que c'est pas une vraie intelligence qui comprend ce qu'il raconte, mais moi, j'ai constaté que elle pouvait répondre des trucs en donnant des sources, en inventant des articles, en inventant des liens, et tout est mort, et elle n'est pas capable d'admettre que c'est faux, donc c'est étonnant. Bon, ça c'est mon côté sceptique, mais toi, par rapport à ton expertise, est-ce qu'il y a un truc sur ChatGPT qui n'est pas compris et que personne ne dit, et que là tu voudrais profiter d'avoir 40 secondes pour le dire? ChatGPT, je sais pas si j'ai encore vraiment beaucoup de choses parce que ça évolue à une telle vitesse. Je sais pas Oui. si tu es passé sur le ChatGPT 4 Non, parce qu'il faut s'inscrire et j'ai pas réussi à le faire. Ah, voilà, ben, du coup, j'ai eu le petit truc. Le chat GPT-4 est assez fou, mais il mime, en fait, je pense, quelque chose. Chat GPT, de manière générale, il apprend sur ce que font les gens. Et ce qu'on apprend, du coup, sur ce que font les gens à travers Chat GPT, c'est que les gens n'aiment pas avoir tort. Donc, Chat GPT n'aime pas avoir tort. Et il n'a Ah, pas beaucoup d'exemples de textes Si tu n'as pas dans ta ah. base de données des textes dans lesquels tu reviens en arrière et tu dis, ben, pardon, je me suis trompé, je vais corriger, il sait un peu le faire, hein. Il dit, I'm sorry, machin, I was Oui, mais confused. il dit I'm sorry, mais dès qu'il reformule quelque chose, il retombe dans le même travers. Il se corrige pas. Absolument. Mais ça, en fait, moi, ma micro-analyse là-dessus, très à voir, mais si tu n'as pas de document en entraînement où les gens font ça, l'IA peut pas deviner ça. Elle ne fait que répliquer ce qui existe, et je pense que ça veut dire qu'il n'y en a pas tant des textes dans lesquels on corrige et où on corrige sincèrement. C'est Et où on pas corrige, une j'ai grande fait une erreur, découverte je la que tu me change. fais là. Voilà. On n'est pas très Voilà. étonné. D'accord. Bon. Très bien. Alors, du coup, l'affaire Grégory, tu as travaillé aussi dessus. Il y a un chapitre dans le livre. Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Euh, c'est une affaire Non, chargée, c'est compliqué. Le ouais. grand-père est décédé récemment. C'était quand même Ouais. un des principaux suspects pour le corbeau. Alors, je rappelle à ceux qui ne savent pas que dans cette affaire-là, il y a un corbeau, quelqu'un qui écrivait des lettres et qui est suspecté d'être l'auteur, ou en tout cas ou un complice du meurtre du petit Grégory, voilà, dans les Vosges, par ici. Et on n'a jamais pu identifier le corbeau. Mais on a des textes. Donc si quelqu'un peut le faire, c'est bien toi, Florian. Oui, alors, c'est vrai que cette affaire du tragique du petit Grégory, moi, que j'avoue, alors je m'attendais jamais ce qu'on nous appelle pour ce genre d'affaires à ce moment-là. On ne nous avait pas encore appelé sur des choses comme ça, et j'étais vraiment très spécialisé sur la liste de textes plutôt historiques, etc. Et il y a tout un débat, en effet, ensuite autour de ces lettres et des enregistrements aussi sonores, puisqu'on a de longs enregistrements, des appels du corbeau qui sont sinistres à écouter pour avoir eu à le faire en entier. C'est vraiment assez terrible. Donc des lettres de menaces, puis de revendications auprès de la famille Villemain. On leur dit, ben voilà, on va faire des choses horribles à ta famille, et puis ensuite ils tuent le pauvre enfant. Hmm. C'est très difficile à analyser. Pourquoi? Parce que ce sont des textes qui sont parfois extrêmement courts. Il y a des textes, si vous avez l'occasion, par exemple, c'est sur le site de la police scientifique qu'on trouve les scans de ces lettres. Il y a des trucs, ça fait 4-5 lignes. Oui. Mais il y a aussi des textes qui sont très longs et qui sont du coup très denses. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Les gens disent, ah oui, mais attention, c'est très court. Mais en fait, en très peu de mots, on peut parfois véhiculer beaucoup d'informations, et des fois, en beaucoup de pages, on peut ne rien signer de ce qu'on est. Si vous prenez un texte de loi ou Oui. un décret Très de technique. procédure, attendu que gna 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 gna, selon l'article bidule machin. J'ai des tonnes de mots, mais ils sont tellement standardisés, ils m'apprennent rien sur la langue de la personne. 2 pages écrites n'importe comment avec des fautes d'orthographe qui ont l'air sincères, et il y a des indices pour savoir quand les fautes d'orthographe sont sincères, etc. Avec des fautes de ponctuation, avec des variations extrêmement rares. En fait, c'est exactement aussi intéressant que d'étudier un poème extrêmement bien écrit, hyper ciselé, etc. Il y a beaucoup d'informations dans un poème de Baudelaire ou de Verlaine. Tout le monde serait d'accord pour dire, bah oui, il y a tellement de figures de style, de machin, on comprend bien pourquoi j'ai beaucoup d'infos. Et là, c'est un petit peu le symétrique. Il y a énormément d'infos,
par erreur plutôt que par le surtravail, et ça peut permettre d'identifier. Alors, moi, l'affaire est malheureusement encore en cours. Il y a eu plein d'accidents autour de ça, donc je ne peux pas me permettre de parler trop sur quelque chose qui n'est pas jugé. Il y a eu des ratés judiciaires plus qu'il n'en faut. Voilà. Mais il y a vraiment beaucoup d'informations dans ces textes. Est-ce qu'on peut espérer, encore une fois, j'ai pas lu le chapitre, je suis désolé, est-ce qu'on peut espérer que cette technique-là donne des preuves en tant que telles, parce que c'est compliqué, mais donne assez d'éléments à la justice pour trancher? Alors, je pense que d'abord la justice aura d'autres éléments, mais il faut voir que dans d'autres pays, ce sont des techniques qui sont adoptées depuis plusieurs décennies. Je pense qu'aux États-Unis, au moins depuis le fameux terroriste Luna Bomber, et voilà, qui envoyait des lettres, qui envoyait des bombes pendant des décennies aux États-Unis, un peu partout. Voilà. On a adopté ce type de méthode en cours, parce que c'est vraiment ça qui a... Oui, c'est cette technique-là qui a permis à un agent du FBI ou de je ne sais plus quoi, qui a repéré que dans la manière dont il écrivait, il y avait des éléments très, très, très symptomatiques, enfin très, très... on peut identifier la personne par rapport à cet usage-là, et qui a retrouvé dans un texte qu'il avait écrit par ailleurs, un manifeste, qu'il avait signé, les mêmes choses, et qui a dit c'est lui, sur la base du texte. Donc je vous encourage à regarder, il y a une série Manhunt, que moi je trouvais bonne. Après, c'est toi qui connais le sujet. C'est une super série. En fait, l'agent spécial fusionne plusieurs personnages de l'époque. On a un agent du FBI et un linguiste qui enseigne encore aux agents du FBI, de la police canadienne, etc., ce type de méthode. Moi, que j'ai rencontré à New York, d'ailleurs, qui ont fait des travaux fascinants et qui ont permis d'arrêter Luna Bomber après ce qui était l'enquête la plus chère de l'histoire du FBI et une des plus longues qui ait jamais existé. Et bref, donc voilà, pour revenir, donc ça part de là. Dans d'autres pays, ça a marché. En France, c'est la première fois que ça arrive. Et ça, je pense que c'est le défi, c'est qu'il faut à la fois faire accepter la discipline et la faire accepter dans un contexte où ça va pas être un petit débat un petit peu tranquille, etc., un petit litige économique, etc. C'est un des plus gros cold cases que l'histoire judiciaire française est. Donc on va avoir les plus gros avocats, les plus gros budgets pour casser absolument tout. Et voilà, ce sera un vrai défi d'espérer que ça passe. Mais disons d'un pur point de vue scientifique, il y a beaucoup d'informations et il y a aussi peu de suspects. Parce que c'est aussi ça le problème. C'est-à-dire que c'est pas une analyse ADN, une analyse de texte. Donc, si on me présentait 2 milliards de suspects, je me hasarderais pas à dire quoi que ce soit à partir de 2 pages. Ce serait de la fraude. Ça ne devrait rien dire. Mais quand on en a 4, 5, 6, et qu'en plus il y a d'autres indices qui peuvent peut-être éliminer quelques-uns des 4, 5, 6, si, là, je pense qu'on peut tout à fait se hasarder à un jugement intéressant. Ouais. Donc tu penses on peut espérer avoir des informations dans l'affaire? Parce qu'elle est toujours en cours. D'accord. Bon, on restera attentif. Je pense qu'il y a des informations, ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier élément que tu veux apporter à notre attention avant de nous quitter, non, mais c'est vrai que très très rapidement, tu me fais un timekeeping, tu me coupes parce que je suis bavard à mourir, comme vous l'aurez entendu malgré toutes les... On a débordé, mais c'est pas grave. D'accord, mais non, mais très brièvement, c'est vrai que du coup, ce type de message-là, qui est l'usage peut-être un peu positif de ce genre de technique, si on veut, c'est-à-dire que ça part des sciences historiques et littéraires, ça va vers un usage en criminologie, etc., qui peut être intéressant, parce qu'après tout, arrêter les meurtriers d'enfants, ça paraît plutôt sympathique. Il faut aussi imaginer qu'il y a une face sombre de ce type de méthode, qu'on peut, si on a envie, arrêter ou faire arrêter des opposants politiques ou des lanceurs d'alerte, etc., sur la base de ce genre de technique, et qu'il y a une vraie responsabilité de notre part scientifique, nous qui avons mis sur le marché ce type de technologie, d'essayer d'aider ceux qui seraient mis en danger par ce type de technique. Et voilà, je pense qu'on peut pas s'abstraire de ça et qu'on peut pas non plus, dans les débats sur l'usage de ces techniques, oublier que ce qu'on peut faire en bien, on peut exactement le faire en mal, comme dans n'importe quel autre champ. Mais voilà, là, on ne le présente pas encore beaucoup, mais je crains que ça ne vienne très rapidement. Bon, donc comme tout, la technologie peut servir le bien et le mal. C'est évidemment un problème. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il n'est pas impossible qu'on te recroise un jour prochain. Je sais que tu travailles aussi un petit peu sur le complotisme. On ne peut pas en dire trop, mais voilà, tu vas te déplacer pour travailler là-dessus. Oui. Et à ton retour, peut-être que tu pourras venir nous en parler.
On peut absolument parler de ce genre de sujet une prochaine fois. Merci beaucoup pour l'invitation et extrêmement désolé des problèmes techniques successifs qu'on a rencontrés. Pardon à ceux qui écoutaient. Une Et voyaient. émission de la tronche en biais où il n'y a pas de problème technique. Non, maintenant ça existe parce qu'on a des... Mais là, c'est moi qui gère tout, donc là, c'était pas possible. Mais merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.